Addiction Rébellion, épisode 6. Garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. Cette phrase, nous l'expliquons petit à petit. Salut à toi, c'est Sophie. Aujourd'hui, c'est lundi. Bienvenue dans l'épisode 6 de Addiction Rébellion, un podcast pour faire le point sur tout ce qu'il faut savoir avant de commencer un sevrage. Ce podcast est un partage citoyen, un retour d'expérience sur un vécu assez dense, et il ne se substitue en aucun cas à une prise en charge médicale. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast et que tu tombes par hasard sur l'épisode d'aujourd'hui, je te conseille d'arrêter ton écoute maintenant et de recommencer par le premier épisode, qui s'appelle Addiction Rébellion, pour commencer. Je te mets le lien vers cet épisode sous l'audio. Les épisodes 1 à 5 abordent des notions qui permettent de comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Et puis dans l'épisode 1, je t'explique qui je suis et pourquoi je me permets de te parler d'addiction. Alors rendez-vous à l'épisode numéro 1 et bienvenue à la case départ. Si tu n'es pas nouveau et que tu suis la progression depuis le début, je te rappelle que même si tu devines en avoir compris assez, pense à bien écouter les 15 épisodes de la playlist Libération, pour ne pas louper un truc important et pour vivre une abstinence durable et sereine. Aujourd'hui, je vais me pencher sur les levées de boucliers qui surgissent quand on ne se sent pas tout à fait prêt à continuer sa vie sans sa substance ou son activité addictive. On va voir pourquoi ça se produit, comment ça se produit et comment ça se résout. Et pour cela, je vais introduire une clé de compréhension capitale dans la méthode. Avant de le faire, je te rappelle de penser à cliquer sur pause dès que tu en ressens le besoin et aussi à me poser des questions sur les sujets qui te préoccupent. À l'heure où tu écoutes ce podcast, tu as compris que la relation que tu entretiens avec la substance ou le comportement qui te cause du tracas s'appelle une addiction et rien d'autre. Tu as compris ou commencé à comprendre que ce n'est pas un manque de volonté ou un problème de personnalité, que tu n'es pas lié à ton produit ou à ton comportement par une relation de dépendance. Il ne s'agit ni d'un plaisir ni d'une mauvaise habitude. Tu as compris ou commencé à comprendre que tu as quitté la phase de ton addiction où tout semblait rouler pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et aujourd'hui, tu commences à te rendre compte qu'il y a beaucoup trop d'inconvénients à rester esclave ou prisonnier de ce truc qui n'est plus tout à fait aussi fun. À ce stade, je vais en profiter pour dissiper un dernier doute que j'appellerais le coup de grâce. Si tu caresses un tant soit peu l'espoir ou le fantasme même infime de retrouver une conso sympa et insouciante, je me dois de t'ouvrir les yeux. Je comprends l'espoir qui t'anime, mais hélas, cela n'adviendra jamais. L'addiction, c'est une pente qui se descend. C'est une voie à sens unique qui conduit dans une impasse. Il n'y aura jamais de retour à du mieux. C'est terminé. La preuve de ça, tu l'expérimentes peut-être déjà. Si tu as essayé maintes fois de diminuer ta conso, ou si tu as essayé maintes fois d'arrêter, tu as pu observer qu'à chaque fois que tu as repris, tu t'es retrouvé exactement au même endroit, avec cette sensation d'être prisonnier d'un truc et que quelque chose cloche. Ce qu'au début tu prenais pour du plaisir est peut-être déjà devenu amer, et pourtant tu te sens comme poussé à continuer. C'est moins fun et ça ne redevient pas fun. Tu ne l'as peut-être encore jamais conscientisé comme ça, mais en y réfléchissant, tu remarques peut-être que tu n'arrives pas à sortir d'une boucle de fonctionnement, qui pourtant s'aggrave progressivement. Et tu vois bien que quels que soient tes désirs, tes ressources, ton caractère, ta force d'âme, tes fantasmes ou ta volonté, c'est compliqué. En toute lucidité, tu ne sais pas quel problème tu vas devoir affronter si tu continues, ni si ça risque un jour de devenir juste un enfer, ni même dans combien de temps. Et tu en es là. Alors tu songes peut-être à arrêter ta conso de temps en temps, mais l'idée de tout arrêter soulève tout un tas d'angoisses et de craintes. Que se passe-t-il et que faire ? On va commencer par lister ces craintes. Elles sont souvent de deux sortes. La première famille de craintes se tourne vers l'extérieur. Sans ma substance ou mon activité addictive, ma vie va me sembler nulle, moisie, triste, fade, sans saveur, sans relief, sans piment, sans fun, sans ce petit frisson qui fait tout le sel de la vie. En plus, je vais être l'ami sous le mister relou de la soirée qui ne consomme pas, seul au milieu de la foule qui se lâche et qui s'autorise à faire la fête. On va m'étiqueter comme le schtroumpf casseur d'ambiance, on m'invitera plus et je vais finir seul avec mon potage au poireau devant question pour un champion. Ça, c'est la première série de craintes. Bon, je force légèrement le trait. La deuxième série de craintes, elle se tourne plutôt vers l'intérieur. Je vais devenir quoi là, seul, démuni, sans mon produit ou mon comportement addictif ? Mais je vais être en manque, je vais lutter tout le temps, je vais regretter mon produit, je vais passer mon temps à y penser, à en avoir la nostalgie. Je vais envier les autres, et en plus je vais devoir me surveiller toute ma vie pour ne pas replonger. Tout ça pour une vie nulle en plus, eh ben ça fait pas envie. Si le tableau que je viens de te faire te parle, tu peux en témoigner en commentaire. Et si tu es en proie à d'autres craintes que je ne cite pas, je t'en prie, fais-le pour moi.
Alors je n'ai pas cité les craintes spécifiques à chaque produit, de type si j'arrête de fumer, je vais prendre du poids, mais n'hésite pas à lister les craintes que tu as par rapport aux produits ou comportements précis que tu consommes. Pour en revenir à ces craintes qui surviennent pour chacun et chacune d'entre nous, je pourrais les matcher une par une pour te montrer qu'elles n'ont aucun sens. Mais ce n'est pas la méthode la plus efficace, il y a mieux à faire. Bon, cependant, je vais le faire quand même vite fait, parce que même si ça sert pas à grand chose, ça donne quand même un peu de poids du côté des arguments rationnels, et ce n'est pas complètement inutile. Alors je vais t'inviter à repenser à mon exemple caricatural que j'ai cité dans l'épisode 5, sur la maîtrise versus la déchéance. Tu sais, mon petit poivreau, qui a l'air d'avoir 75 ans alors qu'il en a 43, assis tout seul au bout du comptoir à 8h du matin avec sa topette de blanc. Bon, t'es d'accord avec moi qu'il fait pas rêver. On est un peu loin du fun et des paillettes. Bon, eh bien, figure-toi que quand il avait 24 ans, il braillait des paillardes à tue-tête au bout de ce même comptoir, à 1h du matin, en vidant son 4e Irish Coffee. Et ça faisait marrer tout le monde. Il n'a pas commencé sa conso par une topette de blanc à 8h du matin dans une solitude sordide. En arrêtant de consommer ton produit, tu redoutes que ta vie te semble nulle, fade, sans piment et sans fun. Tu redoutes d'être la Miss ou le Mister relou de la soirée, isolé des autres qui se lâchent et qui s'autorisent à faire la fête. Mais regarde mon petit poivreau, si tu dois décrire sa vie aujourd'hui, elle est fade, sans piment. C'est tous les jours le même comptoir, la même ambiance, la même topette, la même journée. On se demande bien où est passé le petit frisson qui faisait tout le sel de sa vie et auquel il s'est accroché en refusant de s'en priver. Et il est là aujourd'hui, tout seul, isolé, un peu à l'écart. Le pilier de comptoir qui devient limite relou s'il a l'alcool triste. Il se tient toujours un peu en retrait des fiestas, et quand il rentre chez lui le soir, il y a fort à parier qu'il n'y a même plus ni question pour un champion ni potage au poireau. Et à la place de mon poivreau, on pourrait mettre un fumeur, qui n'a jamais voulu renoncer à sa liberté individuelle de fumer, et qui se retrouve dans une unité de pneumologie amputée des jambes, diabétique, et qui attend les résultats du cardiologue. Ça marcherait tout pareil. Eh bien, comme mon petit poivreau qui a glissé progressivement de plus en plus loin sur sa pente, si tu continues à consommer, ce que tu redoutes, c'est exactement ce qui risque de t'arriver. Alors tu te dis peut-être « Ah ben non, parce que moi je me surveille, je fais gaffe, ça m'arrivera pas ». Eh bien je te ramène à la deuxième famille de craintes. Si pour éviter le pire, c'est-à-dire pour ne pas descendre jusqu'en bas de la pente, tu te contrôles efficacement, en admettant que tu pourrais garder le contrôle, ta vie va consister à te tenir là, seul face à ton produit ou ton comportement addictif, que tu veux consommer mais qu'il faut contrôler, et tu vas passer ton temps à gérer le manque pour éviter de consommer trop. Tu vas regretter le bon temps où c'était pas si difficile, tu ne vas penser qu'à ça, tu vas avoir la nostalgie, envier tous ceux qui continuent de consommer sans se poser de questions, et tu vas devoir te surveiller toute ta vie pour ne pas plonger de plus en plus profondément dans ton mal-être. Autrement dit, ce que tu redoutes en arrêtant de consommer t'attend à coup sûr en continuant de le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que rien de tout ça ne t'attend si tu t'arrêtes. Mais on n'en est pas là. À ce stade, tu es largement assez rationnel pour comprendre tout ça et trouver que, comme dirait l'autre, ouais c'est pas faux. Tu vois le tableau et pourtant, si tu sondes en toi, l'angoisse d'un futur sans ton produit est toujours là. Mais d'où vient-elle ? C'est là que ça devient vraiment très important. Ouvre bien tes oreilles à ce qui suit. Je ne vais pas pouvoir t'expliquer exactement et scientifiquement ce qui se passe dans le cerveau d'un addict, d'une part parce que je ne suis pas une scientifique experte de ce sujet, et d'autre part parce que personne sur cette planète ne le sait à l'heure où je te parle. Personne n'a tout compris. Les scientifiques du monde entier ne travaillent pas tous ensemble. Ils ne sont pas tous sur le même sujet, et même en les réunissant tous, il y a plus de mystères sur le sujet que de réponses. Quand bien même on choisirait les 30 scientifiques les plus reconnus et on les installerait autour d'une table dans la même pièce, ils débattraient pendant 8 jours sans arriver à un consensus fiable. Donc ce n'est pas moi qui vais pouvoir te donner les explications que personne n'a, tu comprends bien. Alors voilà ce que je sais de ce que l'on sait aujourd'hui, sachant que je ne sais pas tout. Et je vais assortir tout ça d'une comparaison qui va t'aider à comprendre ce qui se passe dans ton cerveau et comment sortir de l'ornière. Aujourd'hui, on a compris 2 ou 3 trucs intéressants qui éclairent le tableau. On sait qu'un cerveau d'addict se grippe sur un mode de fonctionnement complètement figé, presque comme un tic ou un réflexe, une boucle d'obsession monomaniaque automatique qui se renforce au fur et à mesure qu'on la répète. On sait que la mise en place d'une addiction engage plusieurs réseaux et plusieurs zones du cerveau, certaines très inconscientes et d'autres plus réfléchies. On a compris qu'une cascade de réactions neurochimiques a lieu dans notre système nerveux, dans notre tronc cérébral, et dans un très grand nombre de zones du cerveau un peu obscures pour nous, pauvres mortels incultes. Ces zones du cerveau ont des petits noms compliqués comme l'aire tegmentale ventrale, le striatum, le noyau accumbens, le noyau caudé, le putamen, l'amygdale, et elles communiquent de façon complexe avec des zones plus réfléchies comme le cortex préfrontal, le cortex singulaire, l'hippocampe, pour ne citer que celles que j'ai retenues.
En gros, toutes ces zones communiquent entre elles par des messagers qu'on appelle des neurotransmetteurs. Normalement, tous ces circuits sont prévus pour assurer notre survie et notre bien-être. Dans le cas de l'addiction, on accuse haut et fort, depuis longtemps, la responsabilité de la dopamine comme déclencheur de nos compulsions. Parce qu'on observe un gros boost de sa sécrétion dans notre cerveau au moment des consommations. Mais à l'heure où je te parle, on sait que c'est beaucoup plus subtil qu'un simple boost de dopamine. Alors ici, j'ouvre une micro-parenthèse parce que tu as peut-être déjà entendu parler de la dopamine comme de l'hormone du bonheur. Et juste, je t'informe que non, la dopamine n'est pas du tout l'hormone du bonheur. Déjà, parce que c'est pas une hormone, c'est un neuromodulateur. Et ensuite, elle ne produit pas du bonheur. Elle n'y contribue même pas, en fait, ni de près ni de loin. En fait, elle active des zones cérébrales pour nous faire agir, en réponse à une demande d'action par notre cerveau. En gros, il y a plein d'infos qui s'échangent dans notre cerveau, et la dopamine active telle ou telle réponse en fonction des infos qu'elle reçoit. En fait, elle n'a rien à voir avec le bonheur. Elle a plutôt à voir avec l'apprentissage, avec la motivation, avec la mémoire, avec le mouvement, mais pas avec le bonheur. Alors soyons clairs, sans sécrétion de dopamine, nous mourrons. Nous serions des légumes sans réaction. C'est la dopamine qui nous met en mouvement, pour n'importe quelle action. Pour sniffer un trait, passer l'aspirateur ou pour te frotter l'œil parce que ça gratte. Tu vois ce que je veux dire? À l'intérieur de toi, il y a une conversation nerveuse et chimique dans ton cerveau et dans ton système nerveux à propos de ce qui se passe en toi. Par exemple, tu as froid. Ou à l'extérieur de toi. Par exemple, il pleut. Et à l'issue de cette conversation neurochimique, hop, la dopamine déclenche une zone d'action en réponse aux infos qu'elle a reçues, pour que tu agisses par rapport à ce qui est en train de se discuter. C'est la dopamine qui, en dernière réponse, te motive à enfiler un pull ou à prendre un parapluie. Le problème, à la limite, ne viendrait finalement pas complètement de la dopamine, mais d'autres neuromodulateurs. Je vais te la faire courte, ça va te sembler un peu technique, mais tu vas voir, c'est important à comprendre au moins en gros. Parmi les quelques millions de neurotransmetteurs et de neuromodulateurs qui circulent dans notre cerveau jour et nuit, il y a un couple de neuromodulateurs inséparables qui fonctionnent ensemble et qui s'appellent la noradrénaline et la sérotonine. La noradrénaline, c'est un peu ça qui donne l'alerte quand il se passe un truc. C'est la noradrénaline qui signale un inconfort ou un souci, en mode « Oh attention, un serpent !» Et en même temps, la sérotonine calme le jeu pour que tu ne pètes pas les plombs et que tu aies des réactions adaptées, en activant un circuit qui te ramène à l'équilibre. Genre, mais non, c'est pas un serpent, du calme, c'est un vieux bout de corde qui traîne par terre, reste assis. Si ce dialogue a bien lieu, la dopamine active les zones qui font que finalement tu pars pas en courant, mais que tu restes assis et que tu te détends. Ces deux neuromodulateurs sont couplés et fonctionnent ensemble en permanence, dans un cerveau en bonne santé. Et ils nous aident à nous adapter à notre environnement. Mais il semblerait que la consommation de substances toxiques et addictives casse ce couplage. Et quand l'addict monte en pression, la noradrénaline monte en flèche, mais il n'y a rien qui vient la calmer, parce qu'elle n'est plus couplée à la sérotonine. Alors la dopamine, qui attend pour lancer une séquence d'action, à l'issue d'un dialogue qui devrait avoir lieu, mais qui n'a pas lieu, lance alors la séquence de décision la plus courte et la plus efficace qu'elle connaisse pour ramener du calme, consommer. La dopamine déclenche les structures de ton cerveau qui te conduisent à consommer parce que c'est la séquence de décision qu'elle a apprise. La dopamine ne juge pas des décisions à prendre. Son job, c'est de lancer des séquences de réponses, en fonction d'un paramétrage acquis par l'expérience et la répétition. Notre cerveau a évolué depuis des millions d'années de façon à toujours privilégier la solution la plus facile et celle offrant le rapport dépense-recette le plus intéressant. Si en une prise de cannabis tu te coupes de ton anxiété 10 fois plus vite qu'en faisant de la marche à pied, la dopamine va spontanément t'orienter vers ça, puisqu'elle ne reçoit pas en interne d'autres signaux qui pourraient proposer un choix différent. Dans un contexte sain, ton cortex préfrontal devrait se mettre à réfléchir à d'autres décisions plus profitables. Mais la consommation répétée des substances addictives et les compulsions qui se répètent squeezent littéralement cette étape de réflexion. Comme le circuit de décision compulsive s'est répété et répété et répété, il s'est renforcé et il est devenu trop fort. Toute ta structure nerveuse et cérébrale s'est mise à fonctionner comme un système autonome qui échappe à ton contrôle conscient, à ton intelligence et à ta volonté. C'est presque comme si un programme pirate s'était installé en fait, un cheval de Troie ou un parasite qui squatte tes structures cérébrales naturelles. Alors évidemment, c'est pas ce qui se passe en réalité, Il n'y a pas de parasite à l'intérieur de toi. Et même si l'image est intéressante, ça peut être utile de voir les choses sous cet angle, tu n'es pas piloté par une entité parasite. En réalité, tes circuits dysfonctionnent, ils sont dérégulés par l'usage de substances addictives. Et ton addiction court-circuite ta capacité à faire d'autres choix. En fait, ce n'est pas le seul type de dérèglements graves qui peuvent parfois se produire au sein du corps humain. Je te cite en exemple les allergies, le cancer.
l'insulinorésistance, pour n'en citer que quelques-uns. Dans le cas d'une allergie, ton système immunitaire déraille et se met à réagir d'une manière complètement démesurée. Tu manges une banane ou une cacahuète et ton système immunitaire l'identifie comme un intrus. Et sa réaction pour te défendre face à l'intrusion est tellement forte qu'elle peut te tuer. Alors qu'au départ, ton système immunitaire est là pour te protéger. Un grand nombre de nos maladies consistent en un dysfonctionnement de fonctions prévues pour nous protéger au départ et qui se retournent contre nous. C'est exactement ce qui se passe dans ton cerveau et dans ton système nerveux quand tu plonges dans une addiction. À un moment, tes structures internes, censées te ramener au calme en cas d'inconfort, dérapent. Elles se coincent entre deux sillons du disque vinyle. Elles se bloquent sur un mode d'action que tu ne contrôles plus et qui peut causer ta mort ou de graves troubles de santé. L'idéal, ce serait de pouvoir donner un nom à cette réponse quasi automatique qui se renforce et qui te conduit à ta perte. Personnellement, pour distinguer notre fonctionnement naturel de ce fonctionnement qui a dérapé, j'appelle ce fonctionnement le cerveau des addictions, parce que je vois l'addiction comme une anomalie des circuits qui répondent à l'inconfort. Nos structures internes débloquent. Elles sont comme verrouillées sur une sorte de schéma de réponse automatique qui emprunte les circuits naturels prévus pour mon bien-être et ma survie, mais en fournissant encore et toujours une réponse inadaptée qui ne peut qu'accroître mes symptômes et mon inconfort. Alors on comprend pas encore très bien complètement ce qui se passe. Il semble bien qu'au moment où ton cerveau rencontre le produit pour la première fois, le poison qui submerge tes récepteurs délivre un mauvais message à tes structures naturelles. Le produit ou le comportement addictif déclenche la sécrétion d'une énorme quantité de dopamine, et par conséquent, ton cerveau retient que cette substance est extraordinairement efficace. Dans le même temps, exactement au même instant d'ailleurs, ton cerveau te signale aussi que la substance est un poison. Mais cette alerte vient d'un autre cheminement, et en termes de sécrétion, ce cheminement ne fait pas le poids face au circuit dopaminergique. Désormais, ton circuit dopaminergique a appris que pour répondre à telle ou telle situation, telle substance ou tel comportement va produire un truc efficace qui va submerger tes récepteurs. Et ton cerveau va te proposer de plus en plus souvent cette réponse dans n'importe quelle situation. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, un addict a toujours une bonne raison de consommer. Et à la fin, il n'a même plus besoin d'une raison, ni même d'une excuse. Il consomme parce que s'il ne le fait pas, ça ne va pas. Tout simplement. En gros, pour résumer une addiction, c'est très simple. À chaque fois que tu as consommé une substance addictive et nocive, tu vas mal, ou moins bien, dans les heures ou dans les jours qui suivent. Alors pour aller mieux, pour sortir du mal-être, ou pour échapper au mal-être, tu consommes. Et c'est reparti. Le cerveau des addictions, cette structure qui produit toujours la même séquence d'actions, c'est ton cerveau. Il a juste déraillé à cause du tout premier shoot, et ce déraillement se renforce de dose en dose. Mais il s'agit toujours de ton cerveau. Tout se passe en toi, dans ta tête, rien n'a changé. Tu as toujours les mêmes souvenirs, les mêmes goûts, les mêmes projections. Ton cerveau naturel est simplement déréglé. Pas entièrement, mais en partie. Et bien comme il faut. Ton cerveau reste pourtant un cerveau. Et son objectif naturel, c'est toujours survivre coûte que coûte, parce que c'est la mission de vie biologique d'un cerveau. Sauf que ses propositions pour survivre sont aberrantes. Toi, tu peux pas prendre conscience que ton cerveau s'est mis à fonctionner comme un programme pirate, parce que ça se passe dans ta tête. Ça te parle à la première personne. Ça te pousse à la compulsion en empruntant les mêmes voies que pour t'envoyer faire pipi quand c'est nécessaire ou pour te motiver à mettre un pull s'il fait froid. Tu ne peux pas faire la différence entre une pensée qui vient de ton cerveau sain et fonctionnel et une pensée qui vient de ton cerveau des addictions. Du moins, tu ne peux pas encore faire la différence. Alors il faut du temps avant que tu te sentes comme piloté par un genre de programme pirate, possédé par un Corrigan ou un diablotin qui prend le contrôle. Tu te dis encore pendant longtemps, allez, ce soir, c'est un verre et pas plus. Et paf, au bout des 2 premières gorgées, la limite que tu t'étais mise à sauter avec la capsule et tu bois 10 pintes alors que tu voulais y aller mollo. Et ça se produit pendant longtemps, jusqu'au moment où tu commences à te sentir comme une étrange marionnette. Ton cerveau des addictions te pousse à consommer parce que c'est la seule chose qu'il sache te proposer pour répondre au déséquilibre que tu ressens. Et comme ce câblage s'est mis en place au sein de ta boîte crânienne, il emploie des arguments auxquels tu ne peux qu'adhérer puisque c'est toi qui les penses. Ton problème est en fait 2 problèmes. Premièrement, ta substance est un poison pour ton corps et il faut absolument que tu arrêtes d'en consommer. Et deuxièmement, le fait de consommer encore et encore renforce l'addiction à ta substance. Le tout au détriment de ton cerveau naturel qui se met progressivement en sourdine. Si bien qu'au bout d'un moment, tu t'identifies à ton addiction. Moi, je suis une fumeuse. Moi, je suis alcoolique. Non, mais moi, je me drogue depuis toujours. Mes parents étaient comme ça en plus. Non, mais laisse tomber, moi, je réussirai jamais à m'arrêter. Et quand tu commences à penser comme ça, la survie de ton cerveau des addictions est assurée. Ton addiction, elle se renforce, elle s'aggrave, elle t'entraîne toujours plus en avant dans la précarité psychique. Tu commences à penser que t'es un gros nul, ou un faible, ou que t'es monté de traviole,
ou que c'est trop dur, ou que sans le produit, la vie ce serait l'angoisse. Alors pour pallier à tout ce stress que tu ressens, ton cerveau des addictions te propose la réponse magique et te pousse à consommer de toute urgence. Au fond, pour te donner une image, ton cerveau des addictions fonctionne comme un hamster qui court de toutes ses forces dans sa roue sans aller nulle part. Il va donc falloir sortir de la roue. Il va falloir restaurer le couplage entre tes neuromodulateurs, rétablir les relations entre les zones de ton cerveau qui se sont déconnectées les unes des autres, débrancher les structures dérégulées, rééduquer les réponses bénéfiques de ton cerveau et de ton système nerveux. En un mot, soigner ton cerveau avec courage et douceur afin de reprendre la barre de ton navire. Et je vais te montrer comment tu vas faire ça dans les prochains épisodes. Je vais à l'avenir continuer à parler du cerveau des addictions pour désigner l'ensemble des structures qui se sont figées sur un mode de réponse dysfonctionnel. Tu peux repérer son activité au discours tentateur qui réclame dans ta tête, qui insiste, qui incite, qui invite, qui pousse. Je vais continuer à employer cette dénomination parce qu'elle me permet d'économiser des phrases à rallonge pour expliquer de quoi je parle. Elle permet de se recentrer sur un objectif et en attendant les avancées futures de celles et ceux qui cherchent pour comprendre tout ce qu'il reste à comprendre, j'espère que cette dénomination va t'aider. Je te propose donc de prendre conscience qu'un grand nombre des pensées auxquelles tu prêtes une foi aveugle n'émanent pas de ton cerveau naturel, sain, libre et fonctionnel, qui ne te proposerait jamais quelque chose de délétère, mais de ton cerveau des addictions, c'est-à-dire cette structure neuronale dérégulée qui te pousse à la consommation de ton ou de tes produits. Cette structure court-circuite la mise en action de ton cortex préfrontal, qui devrait te permettre de prendre des décisions meilleures pour toi. Elle le contourne et enclenche d'autres réactions. C'est pour ça que tu te dis parfois « Mais oui, mais je le sens, mais au moment où l'idée et l'envie de consommer grandit, mais je suis incapable de me raisonner. Dans ces moments-là, j'ai l'impression d'arrêter de penser. » Eh bien, c'est à cause de ton cerveau des addictions qui rayonne sur tes pensées, tes choix, tes ressentis, tes émotions, ton estime de toi, tes images mentales, tes croyances et tes rêves. Ce n'est pas ton cerveau naturel qui redoute une vie sans poison. C'est ton cerveau des addictions qui ne sait pas te proposer d'autres réponses. Ce n'est pas ton cerveau naturel qui angoisse à l'idée d'un futur sans produit. C'est ton cerveau des addictions qui ne sait pas répondre au manque, au stress et à l'angoisse, autrement que par la compulsion. Avec les consos, ton cerveau des addictions se renforce de jour en jour. Sans les consos, il se désactive. Tant qu'il est actif, il te lance toujours les mêmes séquences d'action, et tu te sens piloté comme un lemming. Son fonctionnement fait appel à des structures tellement profondes, tellement inconscientes, et parfois même tellement anciennes dans ton histoire de vie, que pendant très longtemps tu ne te rends même pas compte que quelque chose t'échappe. Ton cerveau d'origine, celui avec lequel tu es né, est prévu naturellement pour pallier à n'importe quel déséquilibre, par la sécrétion de sérotonine, d'acide GABA, d'ocytocine, d'endorphine, de mélatonine, d'anandamide, de cortisol, par le déclenchement de messages qui vont te conduire à agir de façon à retrouver la paix et l'équilibre. Ton cerveau ne peut pas te laisser aux prises avec trop de déséquilibre. Il n'est pas conçu comme ça. Et c'est ça qui rend la période de sevrage un peu délicate. En cas d'addiction, au moindre stress, ton cerveau des addictions court-circuite toute la chaîne et te pousse à consommer. Tu vas finir par démasquer ce déraillement dans ton cerveau. Et tu pourras alors concentrer tes efforts pour restaurer tes fonctions naturelles. Et c'est ça qu'on va faire ensemble. Désormais, tu vas apprendre dans ta vie de tous les jours à repérer les petits messages qui te persuadent que cette cigarette ou ce verre ou cette pilule ou ce sachet ou ce ticket ou ce lien vers cette vidéo supplémentaire vont t'apporter du bonheur. Pour te pousser à compulser, ton cerveau des addictions te met en tête tout ce qui te déclenche à coup sûr. Sensations, pensées, émotions, tentations, arguments, ruminations, jugements, doutes. Jusqu'à présent, ton cerveau des addictions fonctionnait en mode hamac, sans forcer, puisque tu n'y voyais que du feu. Mais désormais, tu vas voir, tu vas commencer à résister un peu, donc à menacer l'équilibre interne. Et il va y avoir un petit match entre toi et lui. Pas parce qu'il est un ennemi en toi, mais parce qu'il ne peut pas fonctionner autrement. Face à un déséquilibre, il s'enclenche pour te sortir du déséquilibre, et il n'a aucune autre méthode à te proposer. Il a appris, il a mémorisé que compulser éteint l'obsession et le manque, alors il te pousse à compulser. Le problème auquel tu fais face désormais, c'est que ce que tu consommes génère du déséquilibre. Alors plus tu consommes, plus tu souffres. Et plus tu souffres, plus ton cerveau des addictions te pousse à consommer. Tu vois le tableau ? Mais attention, je te le répète, ton cerveau des addictions n'est pas un ennemi à combattre. C'est un dysfonctionnement, à rerouter, à recaler. Et aucune violence n'est nécessaire pour ça. Pour l'instant, la communication entre certains de tes neuromodulateurs est dysfonctionnelle, à cause des produits que tu prends. Mais au bout de quelques jours de sevrage, ton cerveau naturel va pouvoir se remettre à sécréter ses propres substances, qui sont prévues naturellement pour te ramener au bien-être. En te mettant en sevrage, en coupant les vannes, en cessant de consommer,
Le vide laissé par l'abstinence va relancer la production de ta chimie naturelle interne. Et peu à peu, au fur et à mesure que ton cerveau des addictions va s'éteindre, faute d'être activé, ton cerveau naturel va retrouver sa santé et son plein fonctionnement. Le temps du sevrage est un temps instable et un peu intense en sensation. Mais en étant prévenu de ce qui se passe et en ayant les outils pour passer les caps difficiles, c'est beaucoup plus facile que quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, ni comment faire face. Pour l'heure, si tu n'es pas encore en sevrage, ne te lance pas dans un sevrage à l'arrache. Il te manque encore des informations pour mettre toutes tes chances de ton côté. Et surtout, ne te lance pas tête baissée en cas d'addiction forte à l'alcool. Ou si tu prends beaucoup d'antidouleurs ou des substances très différentes. Parce que dans ces cas-là, un sevrage brutal comme ça, sans cadre de soins pour accueillir ton changement de cap, c'est dangereux pour ta santé. Il peut t'arriver des trucs graves. Dans ces cas-là, c'est mieux si tu consultes une équipe d'addictologie. Bon, dans tous les cas, d'ailleurs, c'est toujours utile de consulter une équipe addicto, évidemment. Mais ce que je tiens à dire, c'est fais gaffe. L'alcool, les médocs et certaines drogues psychoactives, ça s'arrête pas comme ça sans danger tout seul chez soi. Je suis très sérieuse. Bien sûr, bien préparé, un sevrage est moins difficile à traverser que mal préparé. Et dans de très nombreux cas, surtout quand c'est bien préparé, c'est même très très soft. C'est même exaltant, en fait, de sentir qu'on comprend ce qui se passe, qu'on a les ressources et qu'on sort enfin la tête de ce truc. Pour l'heure, revenons à l'angoisse, aux doutes et aux craintes. Ton angoisse n'est reliée à rien de vrai dans la vie réelle. Car non, la vie sans ton produit ou ton comportement addictif ne sera pas nul. Ça, c'est ce que ton cerveau des addictions redoute, parce qu'il n'a pas d'autre réponse possible que le produit. Mais moi, je te le dis, la vie sans produit addictif ou sans comportement addictif, c'est super bien. La vie sans produit, c'est la vraie liberté, avec un grand L. C'est la vie sans le manque. Sans le manque. C'est aussi la vie sans jugement sur soi, sans la crainte du regard des autres, par exemple. C'est aussi la vie sans dégâts physiologiques, sans fatigue, sans lendemain difficile, sans honte, sans culpabilité. C'est une vie avec de la sérénité et de la confiance en soi. Et surtout, c'est une vie avec le retour de la créativité. C'est cool, la vie sans substance addictogène. Imagine, tu ne feras plus jamais la queue au bureau de tabac derrière un mec qui attend ses 50 balles de jeu à gratter et un môme qui vient chercher une puff qui clignote. Tu resteras assis au chaud pendant que les autres fument sous la flotte. Tu ne te coucheras plus jamais dans tes fringues sales avec la nausée et des acouphènes. Tu n'auras plus jamais des lendemains de cuite avec la tête en bois, les embrouilles avec un conjoint à bout, fini tes excuses pour faire croire et te faire croire que tout est ok. Tu auras des réveils reposés et contents, et tu seras tout étonné de redécouvrir que c'est vachement sympa de se réveiller tout frais un lendemain de soirée. Alors oui, dans une vie sans produit, il y a parfois un peu de tri, mais c'est un tri qui fait du bien. Et il y aura toujours des sorties, des amis et de la rigolade. Tu n'es pas obligé de consommer quoi que ce soit pour te marrer. Donc avant de te lancer, comme je te le disais, pour mettre toutes les chances de ton côté, il faut bien te préparer. Et la première chose qu'il va falloir mettre au point avant de se retrouver avec les mains dans le cambouis, c'est la gestion du manque. Celle qui a lieu au début dans le sevrage. Et ça, ce sera le sujet de l'épisode numéro 7. J'espère vous y voir nombreux et nombreux, et j'espère t'y voir, toi. Tu vas voir, on va s'en sortir et ça va très bien se passer. D'ici là, pense à laisser des commentaires, à poser les questions qui te chiffonnent et qui m'aident à ne rien oublier. N'hésite pas à liker, à partager le lien vers le premier épisode, je te le mets en description sous l'audio. Parle-en autour de toi et n'hésite pas à t'abonner si tu veux donner plus de chance à mon podcast. À bientôt donc, et d'ici là, garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. À bientôt. Bye bye.